Julien m'a demandé de parler de la pathologie de l'enfant en me disant tu fais Osgood sévère, et si on fait Osgood sévère, ça peut durer 2 minutes. C'est-à-dire on n'a pas énormément de choses à dire, ou alors si on a beaucoup de choses à dire, ça va durer 3 jours. Donc on va essayer de faire une petite intervention beaucoup plus générale, beaucoup plus basée en culture générale, les choses que vous devez savoir. On ne va pas vous faire médecin du sport en 1 heure, mais en tout cas il y a des choses que vous devez rapidement connaître, parce que vous êtes souvent la première ligne, et c'est là que vous devez intervenir et aller orienter vers quelqu'un qui donnera peut-être un diagnostic et une conduite à tenir plus poussée. Alors, pourquoi la pathologie de l'enfant elle est un peu plus spécifique que la pathologie de l'adulte? Parce que effectivement, un enfant c'est pas un adulte en miniature. Souvent on entend ça. Un enfant c'est pas un adulte en miniature, il n'est pas fait pareil. Mais en particulier au niveau osseux, alors on verra peut-être pas très bien, on n'est pas complètement dans le noir. On va mettre peut-être juste au moins pour les radios, parce que c'est toute la base de la pathologie de l'enfant, elle est basée sur son squelette, puisque un squelette grandit par des noyaux de croissance. Donc là j'ai fait volontairement des différentes petites... j'ai pris la main, j'ai pris la hanche et j'ai pris le genou, où on voit que on a l'impression quand on regarde une radio d'un enfant qu'il y a des fractures à chaque extrémité. En fait ça c'est des plaques de croissance, hein, c'est des zones très friables, limite cartilagineux, et c'est par l'intermédiaire de ces plaques de croissance que l'os va grandir. D'accord ? Il y a une sorte de zone un peu de construction osseuse qui fait que l'os va pousser, et ces plaques de croissance, c'est des zones entre guillemets de fragilité. Si on regarde sur un genou, et on y reviendra pour le Osgood, là bien sûr qu'il n'y a pas de fracture, hein. Si c'était un adulte on dira waouh il s'est pété son os, là c'est un enfant, c'est pas du tout une fracture, la même chose sur le fémur et la même chose sur la tuberosité tibiale. Et à l'âge adulte, on voit plus ces plaques de croissance, hein, parce que là ça a été consolidé. Donc le mode de croissance osseuse est basé sur ces plaques de croissance, et à ce niveau-là, des plaques de croissance peuvent s'insérer des tendons. Et je vous ai dit que c'était une zone un petit peu fragile, donc toutes les pathologies, enfin beaucoup de pathologies, pas toutes, mais la majorité des pathologies dont on entend parler vont être situées dans ces zones de croissance. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les maladies de croissance, parce que c'est effectivement lié à la plaque. Alors, si on prend la plus connue, la maladie d'Osgood, Schlatter, elle est liée à l'existence de l'insertion du tendon rotulien au niveau de cette plaque de croissance. Il faut imaginer, c'est comme ça que j'explique aux patients, que le corps humain n'a qu'une envie, c'est que cette plaque de croissance se colle ici, d'accord, pour devenir un os complet. On voit par exemple sur la tête du péroné, là, qu'il y a un petit trait, là, ça aussi, ça demande qu'à se coller. Là aussi, c'est pas complètement collé. Donc, le corps humain a besoin que, pour grandir, que ça se colle. Okay. Or, le tendon qui est ici, qu'on voit ici, lors des différents mouvements du quadriceps, alors le Osgood Schlatter, c'est peut-être plus une pathologie du footballeur que du basketteur, mais malgré tout, au basket, on est quand même en flexion-extension. Alors au foot, il y a le shoot qui se rajoute, fait qu'il y a une traction permanente, d'accord ? Il y a une traction permanente sur cette plaque de croissance, et entre guillemets, ça n'arrive pas à coller, d'accord ? C'est le même principe que on prend du ciment, on met un bout de bois dedans, et puis si tu trifouilles tout ton ciment ou ton plâtre, le bout de bois il va jamais prendre. Par contre, si tu te barres et tu reviens 2 heures après, bam, le ciment il est fait, le bout de bois il n'arrivera plus à partir, d'accord? Eh ben, on est pareil, la croissance c'est ça. Ça veut dire que tant que ton ciment, on peut le travailler, c'est là que ça va souffrir. Une fois que le ciment a pris et que le bout de bois est là, c'est le bout de bois qui va souffrir. Ça veut dire que c'est le tendon qui va souffrir. On verra plus tard. Ça veut dire aussi le parallèle qu'il n'y a pas de tendinite chez les enfants. Voilà. J'avance un peu sur le topo, il n'y a pas de tendinite chez les enfants, c'est toujours un problème de plaque de croissance. Donc l'Osgood Schlatter c'est ça. L'Osgood Schlatter c'est une douleur au niveau de la plaque de la TTA. C'est plutôt le gars, plutôt 11-14 ans, parce que la croissance osseuse
elle évalue aussi, elle évolue d'une certaine façon. Cette plaque-là, c'est 11-14. La plaque de la pathologie de Sever qu'on verra plus tard, c'est un petit peu avant. La croissance se fait par région et ça évolue. On ne peut pas avoir un Osgood à 8 ans, par exemple, parce que la croissance du tibia, elle n'existe pas à 8 ans. Donc l'Osgood est toujours entre 11 et 14 ans. Voilà. On ne peut pas avoir un Osgood à 19 ans. Il y a des gens qui me disent j'ai un Osgood. Maintenant, tu n'as pas un Osgood. Maintenant, tu n'as plus un Osgood. C'est dans l'endroit de la douleur, ok, mais c'est plus un Osgood. À 19 ans, tu n'as plus un Osgood. À 19 ans, tu as une anthésopathie de la pointe du tendon rotulien. C'est une tendinite. Mais plus, voilà. Donc, la différence sur les mots, c'est jouer sur les mots, mais c'est pas si, voilà, c'est pas si innocent que ça. Donc voilà pour la pathologie d'Osgood. Quand j'ai dit que ça pouvait durer 2 minutes, c'est qu'en tout cas, en consultation, et des fois, moi, ça me désole de faire ça, mais je fais mon métier, je suis obligé de prendre de l'argent quand même. Donc, je prends de l'argent sur la consultation juste pour dire, t'appuies là, aïe, c'est Osgood, ok, c'est fini. Maintenant, je fais quoi? Bah maintenant, mon pauvre, tu vas pas faire grand-chose. Ça dure 2 minutes la consultation. Malheureusement, je me dis, mais il n'y a pas un médecin, il n'y a pas quelqu'un d'autre que... Enfin, je ne vais pas dire, aller voir un spécialiste pour ça, n'importe qui doit être capable de le faire. Ce diagnostic, il est simplissime, simplissime. On appuie sur cette tête-là, d'accord? Aïe, j'ai mal. Alors là, pour le coup, la photo, elle est gonflée, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Mais même si le genou n'est pas gonflé, tu appuies dessus, tu as mal, c'est un Osgood. Il y a d'autres diagnostics. J'en parlais tout à l'heure, un petit gamin du Reux qui est venu avec un Osgood. Là, pour le coup, c'était pas du tout un Osgood. Il suffit d'appuyer, j'ai pas mal, tu regardes le reste, c'est un problème rotulien, on va y venir. Mais l'Osgood, c'est simplissime comme diagnostic. Souvent, les gamins, d'ailleurs, ils le savent entre eux, ils discutent. Les éducateurs aussi, vous le savez, mais c'est pas compliqué. Alors après, la prise en charge, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est des consultations. Alors je vous ai dit, ça dure 2 minutes, en plus ils pètent, en plus ils pleurent. Parce qu'on va leur dire quoi? On va leur dire, bah faut rester au repos. Il faut rester au repos sportif, pourquoi? Parce que si on reprend l'exemple du ciment et du bâton, il faut que le ciment prenne, il faut que cette croissance se fasse. Il va falloir rester au repos. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement? Pas grand-chose. Pas grand-chose, des anti-inflammatoires et tout ça, si c'est pour cacher la douleur et faire en sorte que le ciment ne prenne jamais parce qu'il va continuer à jouer, c'est pas une bonne idée. Les étirements, pourquoi pas, on peut étirer parce qu'effectivement, si tu as une raideur de l'ensemble de la chaîne antérieure, bah, il y aura de plus en plus de traction. Pourquoi pas les étirements à partir du moment où ces étirements ne sont pas douloureux et ne tirent pas trop justement sur cette plaque de croissance. Et puis voilà, alors après, combien de temps le repos? C'est pareil, je ne suis pas magicien, on me demande, je l'arrête combien de temps? On ne peut pas savoir. Ce qu'on peut savoir comme règle, c'est plus vite tu arrêtes un gamin qui a une suspicion d'Osgood, plus vite il va reprendre. Voilà. Si on le fait jouer sur un Osgood, déjà il joue de moins en moins bien, il boite, il a mal, mais les gamins c'est des tricheurs, ils ont tellement envie de jouer qu'ils vont tricher. Alors c'est à vous avec l'œil de bien voir qu'il n'est pas pareil, quoi. Il boite après la douche il boite, ou pendant le match il boite, voilà ça. Plus il va jouer sur son Osgood, plus l'arrêt va être prolongé, parce qu'à un moment, il va être obligé de s'arrêter. Il aura trop mal, il va être obligé de s'arrêter. On passe difficilement à travers les mailles du filet d'un Osgood, à la différence de ce qu'on parlera tout à l'heure. Donc combien de temps? J'essaie de savoir depuis combien de temps il a mal, et moi généralement je pars sur les vacances scolaires. Voilà. Donc je dis, bah là, aujourd'hui par exemple, si je vois un Osgood tout à l'heure en consultation, je vais dire, bah on s'arrête. Allez, jusqu'à février, on fait un point. Je ne vais pas lui dire 6 mois parce que là, pour le coup ça fait beaucoup, surtout que 6 mois, si je ne le revois pas en 6 mois, il peut ne plus avoir mal. L'idée c'est de dire, t'as mal en faisant du basket? Oui. T'as mal dans la vie de tous les jours? Un peu. Bon bah dans ce cas-là, tant que tu auras mal dans la vie de tous les jours, tu ne pourras pas reprendre le basket. Et même, tu pourras, avant de valider, j'ai pas mal dans la vie de tous les jours, ok, tu iras faire un petit footing avec ton père, tu iras faire quelques shoots, machin, et est-ce que ça te réveille, la douleur? Oui, eh ben c'est que tu n'es pas guéri. Ça te réveille pas la douleur? Ok, tu reprends l'entraînement, et à l'entraînement, on essaie de voir si la douleur réapparaît ou pas. De la même façon, souvent les gamins ils font du multisport, ils vont pas faire que du basket, il y en a qui font du badminton à côté, il y a le sport scolaire, etc. Dans la phase de reprise, il va falloir faire un choix. Tu ne vas pas pouvoir reprendre le basket, le bad et tout ça en même temps. Donc c'est quoi que tu préfères? C'est le basket, écoute, tu vas reprendre le basket et puis le bad, on le validera encore, ça en sera encore une autre étape. J'ai pas mal au basket, je vais rajouter. Ça c'est important, la progressivité, d'accord? Parce que du coup, en voulant reprendre tout de suite, on peut remettre au gamin, bing, 3 mois alors qu'il n'était pas très loin de guérir, d'accord? Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire pour la pathologie d'Osgood. La deuxième pathologie
qui ressemble et que vous pouvais avoir dans le basket, c'est la pathologie de Sever. Alors qu'est-ce que j'ai marqué là? En fait, le diapo, c'est juste pour moi, je vais le faire comme ça, donc il n'y a rien de particulier sur ça. Donc la deuxième pathologie, ça va être la pathologie de Sever. Alors juste, rare complication, même si le gamin il veut continuer à jouer, il va jamais s'arracher sa tête de sa TPA, d'accord? C'est possible que ça existe, mais c'est rarissime. Et alors pour le coup, c'est rarissime et ça devient gravissime parce qu'il faut aller la fixer chirurgicalement avec le risque de mettre une broche dans une plaque de croissance qui entraîne secondairement une possibilité d'inégalité de longueur parce que la croissance va être perturbée. Mais bon, c'est rarissime, donc on n'en parle pas. Karl, est-ce que le renforcement musculaire des ischio-quadrilles peut aider à... Non. Par rapport aux autres, non? Non. Non, à l'inverse même, tu vois. C'est-à-dire que plus tu vas être puissant du quadri, en tout cas, ouais. Voilà, plus tu vas être puissant du quadri, plus tu vas tirer sur ta tête, d'accord? Et surtout si tu as mal, bah, tu lui fais faire du squat ou de la chaise à quadri, c'est typiquement ce qui va lui faire mal. Donc on va pas le démuscler, mais en tout cas la mise au repos, ça veut dire mise au repos de l'activité musculaire, donc pas de renforcement musculaire. C'est pour ça que dans une phase générale, ça c'est vraiment, on peut rentrer dans le technique, la musculation dans l'épaule, dans tout ça, elle intervient beaucoup plus tard. Parce que justement, s'il commence à vouloir faire de la muscu, là on parle du genou, mais de la muscu des bras à 10, 12, 13 ans, on en voit des gamins qui disent « Oh toi tu dois en faire de la muscu ». Pas forcément une très grande idée, parce que ils sont au niveau de croissance. Donc souvent, je sais pas moi, comment ça se passe dans le basket, mais les phases de muscu ça commence à 15, 16, 17 et de façon très progressive, mais jamais avant. Pour cette raison-là. La pathologie de Sever, c'est exactement pareil. C'est l'os de croissance au niveau du calcanéum. Donc le calcanéum, c'est le talon, d'accord? Et c'est pareil, quand on le regarde, c'est plusieurs petits noyaux de croissance qui demandent qu'à se coller ici, comme ici, sur le tibia, ça demande qu'à se coller. Et qu'est-ce qui s'insère sur ce calcanéum? S'insère le tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, il tire à chaque saut, et là pour le coup, c'est vraiment plus du basket, plus encore au basket qu'au foot, et ça tire sur ce calcanéum, et ça empêche cet os de se coller. Donc la prise en charge est identique. Le mode de survenue est un peu plus jeune, parce que je vous ai dit que la croissance était décalée. Là, c'est les pathologies de Sever, c'est un peu plus jeune que l'Osgood. Le principe est le même. Le principe est le même, et d'expérience, même si c'est pas écrit dans les livres, un gamin qui va faire un Osgood a des chances, un Sever, puisque c'est dans cet ordre-là, aura des chances de faire un Osgood. Même dans la fratrie. C'est pas forcément écrit dans les livres, mais en ayant l'habitude d'en voir, eh ben, il y a quand même des familles, ça s'appelle une ostéochondrose, cette maladie-là, c'est un mot intelligent, si vous voulez briller en société, c'est ce mot-là qu'il faut utiliser. Il y a des familles à ostéochondrose et des fratries, et puis on a le manque de bol. Donc moi je les préviens quand je joue un sévère, je fais attention si un de ces quatre, tu as une douleur ici, alors à l'époque il a pas mal parce qu'il est trop petit, si tu auras une douleur ici, ça c'est la même chose au genou et il faudra vite t'arrêter. Donc il faut faire aussi cette prévention quand on sait qu'il a déjà fait une pathologie de sévère. Alors la prise en charge, bah, ça va être pareil, ça va être arrêter ce qui est stimulant. Ce qui est stimulant, c'est la contraction du tendon d'Achille. Donc arrêter la contraction du tendon d'Achille, ça veut dire arrêter de courir, arrêter de sauter, arrêter le sport. On peut, à la différence de Osgood, calmer un petit peu les choses par l'adjonction de semelles orthopédiques ou au moins de talonnettes. Pourquoi? Parce que la talonnette va amener ton pied comme ça et du coup la traction sera moins importante. Mais la talonnette ne doit pas faire... Le repos c'est la base quand même, la talonnette peut au moins soulager. Donc c'est le même type de prise en charge, hein, on est sur la même chose. Alors à cet âge-là, un gamin qui a mal à un talon ou un tendon d'Achille, c'est 98% des cas une pathologie de Sever. Il n'y a pas énormément de diagnostics, c'est ça. Tout comme un Osgood, quand tu appuies sur l'endroit qui fait mal, pour le coup c'est à 99,5%. Un Osgood, il n'y a pas non plus du truc. L'intérêt de faire une radio, zéro. Voilà, avec un médecin qui appuie sur un endroit et mal, faire une radio, ça irradie le gamin, ça sert à rien. Sauf pour faire de l'éducation. Et quand les gens ils viennent avec une radio, je leur dis ça sert à rien, mais je vais quand même la regarder. Pourquoi? Parce que tu expliques bien au gamin, tu vois là ton os il demande qu'à se coller, donc ça peut être intéressant pour ça, pour faire l'éducation et parce que le gamin
et les parents vont mieux comprendre les enjeux. D'accord ? Donc sévère Osgood, j'aurais dû faire dans l'autre sens puisque c'est dans l'âge d'évolution c'est plutôt sévère Osgood, ça c'est fait. Alors des ostéochondroses, il y en a plein et après chaque médecin a essayé de mettre son petit mot dessus. Au niveau du dos, au niveau des colonnes, des vertèbres, de la colonne vertébrale, ça s'appelle la maladie de Scheuermann. Pas très très douloureuse. Un gamin qui a mal au dos, souvent c'est la maladie de Scheuermann. D'accord ? L'arrêt est moins, on peut plus facilement le gérer que le sévère et l'Osgood, mais c'est souvent aussi une maladie de croissance liée à ça. Dans le basket, j'en vois pas tant que ça. Diagnostic aussi différentiel pour les gamins un petit peu plus grands, c'est la lysismique, la fracture de fatigue de la colonne vertébrale. Dans le basket, à cet âge-là, on n'en voit pas, on peut en voir un petit peu plus tard. Alors après, au niveau de la rotule, si on revient sur le schéma de la première, hop là. Voilà. Là, c'est juste des noms, mais c'est pas très intéressant, mais il faut savoir. Ça, c'est un Osgood. S'il y a la même douleur ici, parce qu'il y a le même type de cartilage, c'est un Sidding-Larsen-Johnson. Et s'il y a une douleur ici, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est un nom encore avec trois noms communs, mais c'est pas un Osgood. Donc ça veut dire qu'une douleur de croissance, c'est pas grave, vous pouvez dire, enfin les gens peuvent dire que c'est un Osgood, mais si on veut être précis, l'Osgood c'est l'insertion basse du tendon rotulien, Sidding-Larsen-Johnson c'est l'insertion haute du tendon rotulien, et l'autre pathologie c'est l'insertion du tendon quadricipital. D'accord ? Ouais. Tac. Donc, voilà par rapport aux ostéochondroses. Il y en a aussi au pied, hein, la maladie de Frager, la maladie de Renander. Enfin, il y en a dans tous les endroits d'insertion osseuse, de plaques de croissance osseuse et d'insertion de tendons osseux. Donc généralement, un gamin, quand il a mal quelque part, c'est la première des choses à penser, c'est ça. La deuxième des choses à penser, et ça, c'est pas parce que tu as un gamin sportif qui fait du sport qu'il a une pathologie sportive. Ça, c'est dur à comprendre pour vous qui êtes dans le monde du sport, à comprendre pour moi qui est médecin du sport. Quand ils viennent, ils ont toujours, bah oui, c'est toujours lié au sport. Et un gamin qui fait du sport, c'est aussi un gamin comme un gamin qui ne fait pas d'autre sport. Il a le droit d'avoir les mêmes maladies. Et ce qu'il faut éliminer en numéro 1, c'est la pathologie tumorale. D'accord ? Il y a des gamins qui vont faire des vrais cancers aussi de l'os. Ça existe surtout à cet âge-là, parce que comme c'est en phase de croissance et que le cancer c'est une hyperprolifération, et ben, tu peux avoir des tumeurs malignes. Il ne faut bien sûr pas à chaque fois qu'un gamin a un Osgood penser à ça. Le seul truc qui doit vous faire penser à ça et qui moi me fait penser à ça, c'est quand le gamin il me dit ça me réveille la nuit. Un Osgood ça ne réveille pas la nuit. Voilà. Si le gamin il n'arrive pas à dormir, c'est moyen. Alors c'est moyen, ça veut dire que là on va commencer à faire un examen. Les parents commencent à se demander pourquoi, donc dans ta façon de dire je préfère être tranquille et tout. Et c'est assez rare qu'on trouve une pathologie, mais il faut y penser. Des pathologies là, c'est des pathologies du sportif qui font mal pendant le sport ou à l'arrêt du sport, mais qui ne doivent pas réveiller un enfant la nuit. Pourquoi moi ça m'est arrivé? J'étais externe, c'était plutôt 16 ans, une petite minette qui faisait du fitness magnifique, avec des cheveux super belles. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Elle dit n'importe quoi, elle est hospitalisée. Le médecin il dit n'importe quoi. Je vais un peu voir dans son dossier, alors que je l'avais examiné avant, externe, tu fais toujours les questions, là, machin. Et sa question, elle disait, mais avec les traitements, j'aurais pas de problème aux cheveux. Je me dis, quel traitement il parle? Et j'ai été voir, et en fait, elle avait un ostéochondrome, ils allaient lui enlever toute la hanche, elle allait avoir une hanche artificielle à 16 ans. Et bah, justement, le diagnostic qui avait fait penser, c'est que la nuit, elle ne dormait pas. Et là, on était dans une pathologie tumorale. C'est rarissime, mais tout ça pour dire qu'un enfant qui fait du sport, comme un adulte qui fait du sport, il n'est pas obligé d'avoir toujours une pathologie du sportif, il a le droit d'avoir toutes les autres pathologies. Donc voilà, juste pour faire un petit peu attention. Alors, les autres possibilités, parce que voilà, si on devait parler que des ostéochondroses, je vous ai dit 2 minutes, bon, j'ai tourné un peu plus parce que j'aime bien parler, mais on pourrait s'arrêter là. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres possibilités. Les plus fréquentes, c'est dans les douleurs des genoux. Quand c'est pas un Osgood, c'est un syndrome rotulien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
c'est la possibilité d'un syndrome rotulien. Et ça, pour le coup, autant l'osgood, c'est peut-être plus chez les gars, quoique le syndrome rotulien, c'est plus chez les filles. C'est plus chez les filles et c'est bilatéral, d'accord? Souvent, on a rarement une douleur à un seul genou. On a des douleurs aux deux genoux. Les jeunes filles te disent oui, les jeunes filles ou les jeunes gars, mais te disent j'ai mal quand je cours, j'ai mal quand je reste assis longtemps, donc ça s'appelle le signe du cinéma, c'est-à-dire que quand tu te lèves, tu as mal, etc. Ça, c'est une pathologie que tu peux aussi avoir chez l'adulte, un peu moins, c'est chez l'enfant, ça disparaît au fur et à mesure de la croissance. C'est quoi comme pathologie? C'est lié à deux phénomènes. Voilà donc si on met le genou comme ça et qu'on fait une radio, la trochlée du fémur, la rotule, elle est bien dessinée pour être dedans. Clac, elle s'emboîte et ça c'est nickel. Parfois, ce V trochléaire est mal fait, la rotule est plate. C'est des phases qui existent dans la croissance quand on dit que ça évoluait. Avant d'être bien comme ça, elle est, alors peut-être pas aussi plate que ça, parce que là c'est pour vraiment montrer le schéma, mais elle n'est pas complètement en V. Ce qui fait que la rotule peut se balader, frotter. Et donc quand tu fais ces mouvements de flexion répétés, au lieu d'être bien dans sa gouttière, elle va un peu en transversale, elle s'inflamme, ça donne une douleur plus d'inflammation cartilagineuse. Donc je vous dis, comme c'est une anomalie biomécanique, anatomique, c'est plutôt souvent sur les deux genoux. On peut l'avoir aussi avec un VE rotulien qui est à peu près bien constitué. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure dans la discussion, c'est pas une vraie pathologie de croissance directe, mais c'est une pathologie indirecte de croissance. C'est-à-dire que l'os grandit plus vite, ça se voit surtout chez les gamins qui sont poussés de croissance, l'os va grandir plus vite, donc les tendons vont se retrouver un peu en rétraction. Et si par exemple le quadriceps, donc la chaîne antérieure, est un peu en rétraction, bah, ça va tirer sur la rotule. Et la rotule, elle va monter, donc elle va déjà plus être dans son petit V, et donc elle va frotter tout le temps. Donc de façon indirecte, c'est une pathologie de croissance parce que c'est lié à la poussée de croissance, mais ce n'est pas comme les pathologies qu'on a vues tout à l'heure qui sont des vraies pathologies de croissance. Donc, deuxième chose par rapport à ça, osgood, j'appuie, j'ai mal. Là, t'appuies, t'as pas mal. Bah non, parce que c'est la rotule. Tu prends la rotule, tu la frottes un peu, ça s'appelle le signe du rabot. Tu frottes comme un rabot, tu la rabotes. Ouh, ça rappelle ma douleur. Bon, bah voilà, c'est la rotule qui est inflammée en dessous. À la différence de l'osgood, c'est des pathologies pour lesquelles on peut éventuellement continuer à jouer. Je vous ai dit, l'osgood, plus vite on arrête, plus mieux ce sera. Là, tu peux éventuellement reprendre à jouer. Parce que il n'y a pas grand risque et ça va pas s'aggraver avec la pratique. Alors, c'est typiquement l'intérêt de mettre des genouillères, hein, d'accord? Donc, il y a plein de gamins que vous voyez avec des genouillères. Alors, il y en a certains, c'est pour faire NBA, mais il y en a d'autres, c'est quand même plus pour quelque chose de médical. Moi, j'ai les propres expériences avec ma fille. Elle avait ça, elle voulait continuer à jouer. Je lui mettais les genouillères classiques, que dalle. Et un jour, elle m'a ramené une genouillère tip-top qui a marché. Et elle a continué à jouer tout le temps. Et puis maintenant, elle garde cette genouillère. Deux fois, hop, ça la chauffe un peu, elle la remet. Mais elle s'est jamais arrêtée. Alors, elle peut s'arrêter une fois parce que bon, là, ça devient vraiment important. Mais t'es pas dans un arrêt en disant, bah, faut que de toute façon, là, t'arrêtes pour 2 mois, 3 mois. Ça se gère beaucoup plus facilement. Parce que justement, les tendons vont s'adapter, tu vas t'étirer. Alors là, gros intérêt des étirements pour essayer de récupérer une croissance tendino-musculaire par rapport à la croissance osseuse, intérêt de la genouillère et intérêt de la gestion. Parce que les sports, ils peuvent les continuer, par exemple, c'est les sports à grande flexion. Le petit footing, c'est ce qu'il y a de pire, parce que la rotule, elle va frotter, elle va faire des petites flexions, ça frotte. À la limite, s'ils font du 100 mètres avec une grande flexion, ça ira. S'ils font du vélo, ça ira. Par contre, c'est les petites flexions répétées qui vont pas bien. Donc voilà pour le syndrome rotulien, plutôt féminin, plutôt bilatéral, plutôt pas forcément d'un arrêt prolongé, avec des possibilités diagnostiques, rassurer le patient, et puis on essaie d'avancer comme ça. Alors, autre notion à savoir, et ça j'ai plus ou moins dévoilé tout à l'heure, la tendinite chez l'enfant. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez plus facilement que la tendinite de l'enfant n'existe pas. Okay ? La tendinite de l'enfant, c'est la pathologie d'où s'insère le tendon. Mais on a vu que la plaque osseuse où s'insère le tendon, c'est friable. Et donc, le tendon sera toujours plus fort à cet âge-là que l'os. Qui n'est même pas de l'os pour le coup. Par contre, quand ça va être de l'os, là, c'est le principe du bout de bois et du ciment, ce sera le tendon qui va souffrir. Donc, en gros, la tendinite de l'enfant n'existe pas. Alors, si ça fait plaisir, on peut dire que c'est une tendinite, mais si on veut être
sémantiquement bien précis, c'est pas une tendinite. Ok. Donc tout à l'heure on me disait bah, il a une tendinite, j'ai dit, la tendinite de l'enfant ça n'existe pas. Ok. De la même façon, je ne suis même pas sûr que cette slide soit pour ça, mais la pathologie musculaire de l'enfant, bah, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Des déchirures, des élongations, etc. On n'en voit pas beaucoup. Parce que, je vous dis, il y aura toujours le maillon faible, il ne sera pas situé au niveau du tendon du muscle, mais il sera situé au niveau de l'insertion osseuse. Alors on peut avoir des contractures, on peut avoir des choses comme ça, mais des vraies pathologies comme on peut avoir chez l'adulte, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, mais manque de bol, des fois j'en vois, en particulier sur une tendinite d'Achille. Le gamin il a vraiment mal sur le tendon et non pas sur l'insertion. Bon voilà, le tendon peut quand même souffrir. Mais en moyenne, ça n'existe pas, on va essayer de retenir ça. D'accord ? Alors, on se rapproche de la fin et de pouvoir faire une petite discussion. Là, on a survolé les pathologies principales, les pathologies de croissance, le problème rotulien, le problème tendon-muscle. En culture générale, ce qu'on peut rajouter, alors on va parler rapidement de l'entorse parce que c'est pareil, ça pourrait être un autre débat. Conduite à tenir face à l'entorse de l'enfant. D'accord ? Premier épisode d'entorse. Premier épisode d'entorse, oui, on peut plâtrer. D'accord ? Alors qui dit plâtre dit oui, on peut aller aux urgences et on peut avoir un plâtre. Pourquoi ? Sur la première, ça va être dans l'idée de se dire on va essayer de vraiment cicatriser, de donner une chance de cicatrisation du ligament latéral externe. Et donc comme c'est la première, ok, on va plâtrer. Deuxième, troisième, quatrième épisode, parce que malheureusement, quand tu commences à te faire une entorse, vous êtes tous bien placés pour savoir que ça commence mal. Plus on fait jeune, plus on aura des risques. Après, ça ne sert à rien d'aller passer un dimanche sur 4 aux urgences, à attendre pendant 5 heures pour avoir une radio qui ne sert à rien et pour se battre avec le médecin qui veut te mettre un plâtre et que les parents ne se voient peut-être pas, machin. Donc voilà, ça ne sert à rien. Déjà, ça ne sert à rien d'aller forcément aux urgences. D'accord ? On se blesse le dimanche, bon, t'as mal, qu'est-ce que tu vas risquer ? Tu sais qu'il y aura une queue de 4 heures. Tu peux rentrer chez toi et donner du Doliprane à ton gamin et puis y aller tranquillement voir un médecin ou calmement aux urgences, mais dans un temps, il n'y a pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Bah oui, mais bon, des fois les gamins ils hurlent, effectivement, ils hurlent, les gamins, c'est un peu le problème de ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la douleur. Alors, je vais prendre toujours mon expérience personnelle. La dernière fois, ma fille, elle se pète comme ça. Pourtant une duromal, elle hurle. Quand je suis arrivé, je ne pouvais même pas la toucher. Je dis, c'est pas trop son style, c'est sûr, elle s'est pété quelque chose, quoi. Je partais sur tibia, machin. Les pompiers sont venus, ils n'ont même pas pu la porter, ils l'ont mis dans une coquille. Elle hurlait, malaise, machin, tout. Je dis, bon, ça craint. Elle est arrivée, radio, rien du tout, pas de fracture, rien. Et papa, c'est pas possible, je vais passer pour une conne avec tout ce que j'ai fait. Je dis, t'as rien, t'as mal, mais voilà. Donc ça va, même là, alors qu'elle pouvait même pas bouger, finalement les urgences ça avait rien, parce qu'elle dit, bon, on va peut-être la plâtrer comme elle a mal. Je dis, non, on la plâtre pas du tout, elle a rien, on se casse. Et finalement, on est parti en vacances le lendemain, et puis ça a été, bon an, ça a été comme ça. Donc, et c'était ma fille, et c'est moi qui nous tiens ce discours-là, et donc j'ai quand même fait venir les pompiers pour aller aux urgences. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de prendre cette décision, mais quand le gamin en a déjà fait une deuxième, une troisième, une quatrième et qu'il maîtrise un petit peu, il dira merde, ça y est, ça recommence. Ça sert à rien d'aller passer 4 heures aux urgences pour ça. Donc, l'entorse, premier épisode d'entorse, pourquoi pas la plâtrer. Et puis les autres épisodes, c'est un traitement par une attelle. L'attelle qui va protéger justement un petit peu le risque de se tordre et de se faire mal. Rééducation, d'accord, tout de suite, derrière. Tout de suite et après, tout de suite parce que il faut, souvent c'est des entorses pas belles avec un peu d'œdème, un peu tout ça, donc il faut drainer, il faut vite récupérer une belle cheville. Et puis derrière, parce que si on veut prévenir, pour prévenir le risque d'entorse, c'est la proprioception, le renforcement musculaire. Donc il y a deux phases dans la rééducation, il y a une phase quand j'ai mal et une phase quand j'ai pas mal. Et quand j'ai pas mal, cette phase-là, souvent j'ai pas mal donc je l'oublie. Non, c'est la phase finalement la plus importante pour la prévention, parce que la prévention on ne peut pas le faire quand tu as mal. Donc voilà, donc avoir une attelle, la gérer, et puis au fur et à mesure, avec l'expérience, pareil, là on évolue dans l'âge, le gamin qui va devenir un adulte va faire de plus en plus d'épisodes d'entorse, mais de moins en moins graves, enfin il va de plus en plus vite récupérer, quoi. Hein.
On a là-bas dans le fond qui savent un peu de quoi on parle, et ça fait un petit peu ça. Ligament croisé. Ligament croisé chez l'enfant, ça arrive. Pareil, il y a des terrains hyperlaxes, des terrains familiaux, etc. La différence des ligaments croisés chez l'enfant, c'est qu'on ne va pas forcément l'opérer tout de suite, justement à cause de ces fameuses plaques de croissance. Donc, généralement avant 15 ans, parce que tu peux péter un croisé avant 15 ans, tu n'opéreras pas, d'accord? Et après, c'est un contrôle avec le chirurgien de sa croissance, de l'évolution de ses radios pour dire ok, là je peux mettre ma vis parce qu'elle risque de ne pas toucher la plaque de croissance et de ne pas entraîner un problème après d'inégalité de longueur. Donc là, pas de bol, quand le gamin s'est fait un croisé, moi j'en ai suivi un au rugby, alors qu'il était pour l'espoir, top, carrière terminée, il va reprendre le rugby 2 ans après quand il aura été opéré. Donc il a fait du hockey subaquatique, il a fait des sports qu'il pouvait, mais là on ne peut pas l'opérer, parce qu'il y a trop de risques dans l'évolution de sa croissance. Alors c'est pas fréquent, mais ça arrive, et en termes de culture générale, c'est ce qu'il faut savoir. Après, pour tourner toujours autour de la médecine du sport, dans le sport du gamin, la notion de certificat, ça ne vous concerne pas, mais un peu quand même dans la culture générale. Donc attention, certificat vite fait, machin. Si on fait un certificat de non-contre-indication, il faut encore qu'il soit bien fait, sinon ça ne sert même à rien d'en faire. Et en particulier, il faudra que l'enfant ait rapidement un ECG. Dans la règle, c'est avant 15 ans d'avoir un électrocardiogramme, parce que c'est là qu'il peut avoir des trucs graves. Le certificat, c'est surtout pour éviter le danger de mort, la mort subite, etc. Et dans le basket, la mort subite, elle est plus importante. Pourquoi? Parce que vous êtes sur des profils de grands, de black aussi, donc de grands et de black, ça fait qu'on a un cœur qui peut être un peu plus musclé, des pseudo-syndromes de Marfan, etc., qui entraînent des troubles cardiaques. Donc c'est bien d'avoir un électrocardiogramme. Ça ne va pas peut-être forcément résoudre le problème, parce qu'on pourra toujours avoir un problème, mais au moins ça aurait été. Donc même chez les sportifs pas forcément haut niveau, mais bon niveau quand même, N1, N2, etc., ils n'ont pas tous forcément ce type de contrôle, et ils l'ont eu des fois dans leur carrière, mais on sait qu'un cœur ça évolue, et la pathologie du sportif de haut niveau cardiaque, c'est justement cette hypertrophie myocardique, c'est-à-dire le muscle qui a tellement travaillé, le muscle cardiaque a tellement travaillé qu'il a grossi, et le petit circuit électrique qui se balade dedans, qui est fait pour contracter, peut commencer à dérailler, et puis c'est comme ça qu'on peut faire un arrêt. Il y a quelques basketteurs dans la région qui ont pu mourir à un certain âge. Donc pareil, attention au certificat, là on parlait de l'enfant, mais je parle de l'adulte, mais si on vient à l'enfant, il faut au moins que ça ait été fait une fois. Après, une petite réflexion sur l'aménagement des blessés, parce que j'ai parlé de pas mal de pathologies où les gamins vont être un peu mis sur la touche, et c'est des consultations où le gamin va se mettre à pleurer, franchement, c'est parce que c'est toute leur vie, c'est le basket. Là, ça peut être une thématique de travail pour vous plus tard. Comment gérer ces blessures-là? C'est la même thématique qu'on peut avoir chez les seniors, mais chez les enfants aussi. Comment les impliquer pour qu'ils restent au contact de leurs copains, au contact du sport. Donc ça peut être l'animation d'entraînement, ça peut être... il y en a pas mal qui vont dans l'arbitrage dans cette phase-là parce que c'est un peu obligatoire, mais essayer justement de dédramatiser au mieux en disant t'inquiète, tu vas pas complètement tout perdre parce que on va être dans la gestion d'une équipe, parce que malgré tout tu vas pouvoir travailler très précisément ton shoot, donc on peut aménager par rapport à la pathologie pour que le gamin puisse on va dire positiver sa blessure. C'est ce que j'essaie toujours de dire. Je dis voilà, t'es arrêté 3 mois, 4 mois, il faut que tu la positives cette blessure pour essayer de faire quelque chose. Parfois les gamins ils changent de sport parce qu'on leur interdit, et il y a des champions olympiques qui étaient partis pour faire un certain sport et qui à cause d'un Osgood ou d'un sévère ont changé et sont devenus champions olympiques de l'autre sport. Donc il faut essayer de positiver cette blessure quand il y a un arrêt un petit peu prolongé. Après j'avais rien marqué de particulier je crois, donc je vais plus vous laisser la parole.